Comme tous les jeudis, on accueille notre trublion, c'est Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Guillaume, bonjour. Directeur éditorial de marchégagnant.com. Quel est votre sujet de la semaine, Jean-François ? J'aurais pu vous faire un bloc-notes avec plein de thèmes différents parce qu'il y a eu dans les tuyaux d'innombrables sujets passionnants depuis notre dernière rencontre jeudi dernier. Alors par exemple, il y a eu la décision d'une caisse régionale du Crédit Agricole de cesser de travailler avec les courtiers pour distribuer du crédit immobilier. Lundi, le ministre Bruno Le Maire a réuni le comité stratégique d'éducation financière avec par exemple l'annonce de prochains rendez-vous de l'épargne à travers toute la France. Et puis hier, dans un papier des Échos, on découvre que les mutuelles sont allées faire le siège de Bercy pour demander de l'aide. Les mutuelles appellent à l'aide sur l'assurance vie. On vous a vu partir illico sur le sujet hier, d'ailleurs sur votre compte Twitter, compte bouillonnant. Ce sera donc votre coup de gueule cette semaine ? Écoutez, si vous le voulez bien, on va passer un peu de temps sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'il a plein de ramifications. Alors il permet de comprendre bien des choses, de faire de la pédagogie et puis surtout de voir s'il faut s'inquiéter ou pas lorsque l'on est épargné. Et ça concerne d'ailleurs beaucoup d'épargnants car on rappelle l'encours de l'assurance vie, plus de 1800 milliards d'euros. Exactement. Alors chose importante à savoir, le secteur de l'assurance vie est un secteur qui est très régulé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que les clients aient confiance. Est-ce que j'accepterai de souscrire une assurance si je n'ai pas des éléments objectifs qui me laissent à penser que le moment venu, l'assureur tiendra ses engagements et paiera son dû. Alors comme pour le secteur bancaire, pour pouvoir exercer, il faut pouvoir mettre en face des fonds propres. Bref, les fonds propres, c'est quoi ? C'est soit des bénéfices qui n'ont pas été distribués, soit c'est de l'argent qui a été apporté par les actionnaires. Et il y a une réglementation qui fixe les montants à avoir, à détenir, la réglementation Solvabilité 2. Solvabilité 2, Solva 2, c'est censé être en fait le thermomètre de la garantie financière des assureurs. Alors pour vous expliquer simplement, le niveau 0, c'est 100%. 100%, ça veut dire qu'en fait les fonds propres affichés correspondent exactement aux fonds propres demandés. Bref, si votre assureur est à 100% seulement, ça veut dire qu'il a le minimum réglementaire. Si en revanche il est à 200%, ça veut dire qu'il fait 2 fois le minimum. Et si l'assureur a moins de 100% de fonds propres ? Là, je vais vous dire, en théorie, le gendarme de l'assurance vie doit lui dire soit tu remets des fonds propres dans ta boîte pour poursuivre ton activité, soit je t'interdis de vendre de nouveaux contrats car je ne suis pas sûr que tu puisses tenir tes engagements. Alors, ce sujet de la solvabilité des assureurs, il paraît technique. On a quand même une question très pratique, Jean-François, pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème de solvabilité sur les compagnies d'assurance ? Oui et non. Alors pardon là encore de m'arrêter quelques instants, mais il faut donner les explications sur le système pour bien comprendre. Avant, les ratios de solvabilité, ils étaient statiques. C'était 1% pour les unités de compte et 4% pour le fonds euro. Donc, si j'étais un assureur, que j'avais que du fonds euro, il me fallait 4% de fonds propres, quel que soit l'environnement. Maintenant, l'approche avec Solvabilité 2, elle a changé et on raisonne en dynamique, en prenant en compte tout un tas d'éléments, par exemple la rentabilité économique des contrats ou encore l'environnement de marché. Et sur l'environnement de marché, vous le savez, Guillaume, depuis cet été, les choses ont bien changé. Oui, avec les taux qui sont passés en territoire négatif. Exactement. Et dans les modèles, ça a une incidence colossale. Pourquoi ? Parce que le fait que l'argent coûte au lieu de rapporter, eh bien, mathématiquement, cela revient à augmenter les fonds propres réclamés et par ricochet à faire baisser votre ratio de solvabilité. Donc hier, vous pouviez être une compagnie d'assurance et être hier à 220% et vous retrouvez aujourd'hui à 190. Est-ce qu'il faut pour autant s'en inquiéter ? 190, si je vous suis, c'est quand même plus que 100, donc on a encore de la marge. Tout à fait. D'ailleurs, les autorités, que ce soit le ministère Bercy, que ce soit la CPR, le gendarme de l'assurance vie, rappellent que les assureurs français sont nettement au-dessus des ratios prudentiels imposés. Donc nettement au-dessus des 100%, y compris après ce mouvement de passage des taux en territoire négatif. Reste toutefois qu'un ratio de solvabilité en baisse, soyons clairs, ça fait quand même mauvais genre. Et voilà donc pourquoi les mutuelles sont allées demander de l'aide à Bercy. Et voilà donc, j'aurais tendance à dire, pour refaire l'histoire, pourquoi le régulateur a dit qu'il fallait faire des réserves. Je vous donne un exemple. Vous avez un contrat, vous êtes un assureur, et vous pouvez servir 2%. Si, vous, sur votre contrat, vous avez 100, et vous prenez la décision de ne servir que 1 et de mettre 1 en réserve, eh bien, en théorie, votre garantie, elle va porter sur 101. Si en revanche, vous distribuez vos 2%, elle va porter sur 102. Et en pratique, qui dit moindre garantie dit moindre besoin de fonds propres, donc meilleure marge de solvabilité. Et qu'est-ce qu'il y a de problématique dans les nouvelles demandes des assureurs ?
Eh bien, écoutez, hier matin, sur le plateau de Good Morning Business, Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole, est passé et il a dit quoi? Il a dit les assureurs vie qui sont très solides en France, qui ont des milliards de provisions et de réserves, et il nous rajoute en disant cela représente au Crédit Agricole 4 à 5 années d'avance de rémunération des épargnants. Et il demande que ce soit considéré comme étant des fonds propres, en disant que c'est un dispositif technique qui ne change rien pour l'épargnant. Pourquoi? Parce que ces milliards existent. Et là, je me suis dit d'urgence qu'il fallait convoquer un comité stratégique de l'éducation financière, car à mon avis, il y a un horrible malentendu pédagogique. La question, c'est à qui appartient l'argent des réserves. Exactement. Les 4 à 5 milliards du Crédit Agricole, ça appartient à qui? Vous avez tout compris. Temps numéro 1, on nous dit quoi? On nous dit, on vous donne pas tous les bénéfices pour les mettre en réserve. Mais promis, juré, craché, ces réserves, on vous les rendra dans les 8 ans. Et temps numéro 2, là, on est en train de nous dire, l'argent des assurés, on va faire comme si c'était l'argent des actionnaires, des assureurs. Je ne sais pas si ça vous rappelle, mais il y a une époque, je m'étais un peu insurgé sur ce que j'avais appelé le vol des plus-values latentes sur le fonds Nour. Alors, juste pour être bien compris, imaginez... je gagne pas, moi, vous savez, je gagne pas un sou, à la différence de vous, Guillaume, qui est très bien payé. Donc, malgré tout, je veux emprunter pour acheter dans l'immobilier. Donc, le prêteur, il veut savoir si j'ai de la ressource pour pouvoir rembourser, un peu comme si jamais il regardait ma marge de solvabilité. Et là, je lui réponds, attends, t'as vu combien il gagne, Guillaume? Guillaume, je suis avec lui toutes les semaines sur le plateau, donc tu vois, si Guillaume il gagne de l'argent, il n'y a pas de problème pour moi. S'il ne voit pas le prêteur que je me fous ouvertement de lui, c'est grave. Et bien, en pratique, la demande des assureurs à Bercy, c'est à peu près pareil. C'est consiste à dire, on fait de l'argent des épargnants, c'est le nôtre. Et alors du coup, face à la baisse de solvabilité des assureurs, qui est une réalité avec les taux négatifs, quelle serait la solution? Bien, moi j'entends la place qui nous fait, à nous journalistes, régulièrement des appels du pied sur le thème de la pédagogie. Les Français seraient nuls, ils feraient n'importe quoi. Donc il faut qu'on explique les choses à Choupinette. Il faut lui dire par exemple que les fonds propres, ça sert à financer les entreprises, que les actionnaires, ce ne sont pas de sombres rapaces dont l'objectif est de faire des plus-values et de percevoir d'incroyables dividendes, mais de bons gains qui financent l'économie en prenant des risques, en mettant des fonds propres. Tout ça, je suis entièrement d'accord. Donc là, on a un problème simple, il faut trouver une réponse simple. Donc, si l'on considère que la baisse des taux est durable et que son impact sur les marges de solvabilité ne relève pas du simple effet ponctuel, il faut remettre des fonds propres dans les compagnies d'assurance, ce qui revient à rappeler aux actionnaires leur utilité. Bon, sauf que les assureurs, en demandant un changement de règles, faire des fonds propres, redéfinir le calcul des fonds propres, ne prennent pas cette voie, ne préconisent pas ce que vous pensez être plus sain et salutaire. Amusez-vous juste à aller voir les dividendes du secteur de l'assurance et vous ne serez pas déçus. Cela dit, en fait, le secteur de l'assurance, il est assez caricatural du capitalisme moderne. L'ambition des entreprises, ce n'est plus de croître. L'ambition des entreprises aujourd'hui, c'est d'optimiser les fonds propres. Bref, d'essayer d'en avoir le moins possible. Au passage, nous, on aime bien la bourse, avec une vision, j'espère, relativement saine. On devrait s'interroger d'ailleurs sur la pertinence des indicateurs que l'on étudie avant d'investir. Plus personne, par exemple, ne parle du chiffre d'affaires. Et pourtant, naturellement, la première façon pour une entreprise de croître, c'est d'augmenter son nombre de clients et d'augmenter son chiffre d'affaires. Par exemple, autre exemple, on adore se focaliser sur le bénéfice net par action pour regarder la valorisation des titres. Mais aujourd'hui, vous avez par exemple une boîte comme Apple qui a un bénéfice par action qui augmente alors que son bénéfice réel baisse. Est-ce que ça vous paraît bien? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Comment peut-on conclure? Je vais vous dire, moi je pense que la pédagogie, elle n'est crédible que lorsque les acteurs se l'appliquent à eux-mêmes. Et à vrai dire, je trouve que l'industrie financière dans son ensemble est globalement irresponsable. Secondo, je comprends parfaitement l'intérêt d'un secteur économique de faire son lobbying dans son intérêt. Attention toutefois, pourquoi? Parce que ces derniers jours, j'ai été interrogé par nombre d'épargnants sur le risque que des assureurs fassent faillite, le risque que la loi Sapin 2
autorisant le blocage des contrats d'assurance vie soit activé. Donc, à l'heure où le gouvernement en fait veut encourager l'épargne retraite, je trouve qu'il serait dommage que les professionnels inquiètent les épargnants plus que de raison. Alors, je leur dis très simplement, si les professionnels de la finance, ça les amuse de jouer avec la mouletta, vous savez, c'est ce chiffon rouge que l'on a dans une corrida, je les préviens toutefois, il est quand même arrivé plus d'une fois que le torero se fasse encore. C'est Jean-François Filiat.